Bien des automobilistes profitent du printemps pour changer de véhicule. Mais face aux utilitaires sport toujours plus populaires, la voiture électrique a du mal à se tailler une place. Pourtant, ses performances s'améliorent et différents gouvernements offrent une aide aux acheteurs. Alors, assiste-t-on au début du fameux virage électrique? Quels obstacles reste-t-il à surmonter? Dans les salons de l'auto, la voiture électrique joue la grande séduction. D'un côté, il y a les curieux avec une foule de questions. De l'autre, les constructeurs qui vantent leur dernier modèle. EV 383 km d'autonomie 100% électrique. Quels secrets cachent ces nouveaux véhicules? En réalité, aucun, ou presque. Sous le plancher, on retrouve toujours des batteries au lithium-ion. Au fil des ans, les ingénieurs en ont réduit un peu le poids et le volume. Mais le véritable gain, c'est leur prix. Les batteries coûtent 4 fois moins cher à produire qu'il y a 5 ans. Pour le même prix, on peut en mettre 4 fois plus et multiplier par 4 l'autonomie des voitures. Résultat, les nouveaux modèles grand public peuvent parcourir 250, 300, voire 400 km. Mais leur technologie, en particulier la batterie, reste similaire à celle de la première génération. Certains de ces véhicules sillonnent les routes depuis des années, ce qui permet aux chercheurs comme aux utilisateurs de tester leurs performances, notamment en climat canadien. Actuellement, on a environ 120 véhicules 100% électriques. Il s'agit d'une des plus grandes flottes électriques en partage en Amérique du Nord. L'entreprise Communauto a pris le virage dès les premiers modèles disponibles. En termes énergétiques, évidemment, c'est un véhicule qui est plus performant. Le moteur électrique en lui-même est un moteur plus performant que le moteur à essence. Et évidemment, il y a toute une technologie de récupération de l'énergie, etc., qui a été développée autour de ce concept de véhicule. Dans une voiture électrique, les pertes d'énergie sont minimes. Elle se recharge lors des freinages et ne consomme presque rien à l'arrêt. Son rendement atteint les 90%, ce qui est de 3 à 4 fois plus élevé qu'une voiture à essence. Ce gain d'efficacité se traduit en économie. En roulant électrique, un automobiliste moyen peut épargner plus de 1 000 $ par année. Avec une flotte de 120 véhicules, l'effet est démultiplié. Gérer une flotte électrique signifie certainement réduire les coûts au niveau du carburant. Donc, il n'y a plus d'essence, il y a de l'électricité. Et au Québec, l'électricité est abordable. Mais ça entraîne toute une autre série de coûts. Parmi ces coûts, il y a la gestion de la recharge. Lorsque la batterie d'un véhicule est presque vide, il faut aller le récupérer, le remplacer avec une voiture bien rechargée et conduire l'autre vers une borne. Une valse qui mobilise une douzaine d'employés. Pour rentabiliser une flotte, il faut aussi que les voitures roulent le plus possible. Or, pour les trajets de plus de 25 km, les usagers hésitent à choisir les véhicules électriques. C'est un véhicule qui nécessite, dans l'esprit des gens, un peu plus de préparation aux quelques éléments à tenir en compte, la recharge, l'autonomie, etc. Donc, signifie que c'est seulement pour les trajets plus courts que les voitures électriques sont utilisées. Et on sait bien que l'autonomie va au-delà de 25 km. Cette méfiance n'est pas unique à Communauto. Elle a même un surnom. L'angoisse de la panne. Encore aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro 1 de la voiture électrique. La peur de ne jamais arriver à destination. C'est justement pour bien connaître leurs limites que 2 véhicules 100% électriques de Transport Canada sillonnent les rues d'Ottawa. Tous les jours, depuis 3 ans, les mêmes conducteurs empruntent les mêmes trajets. Les données récoltées révèlent une des faiblesses de la voiture électrique. En hiver, son autonomie peut chuter de moitié. Le problème, c'est le système de chauffage. Dans une voiture à essence, on utilise tout simplement la chaleur générée par le moteur, de l'énergie qui autrement est perdue. Avec une voiture électrique, il faut puiser dans la batterie. Les journées qui sont plus froides,
il y a beaucoup d'énergie qui doit être utilisée pour le réchauffement de la cabine. Et effectivement, ça va réduire l'autonomie du véhicule, ça va augmenter sa consommation par kilomètre. Et ce qu'on a vu, c'est presque le double. Pour mesurer l'autonomie exacte des voitures, elles subissent tous les 15 000 km un bilan de santé complet. Et ça va prendre 2 heures et demie avant d'épuiser les batteries. On simule différents trajets, sur l'autoroute, en ville ou dans les bouchons. Contrairement à la voiture à essence, la voiture électrique est plus efficace sur un parcours urbain, avec ses freinages et ses temps d'arrêt. Ce modèle de première génération peut ainsi parcourir 190 km avant la panne sèche. Sur l'autoroute, c'est environ 155, et avec une conduite agressive, tout juste 115. Autre constat, ses performances diminuent d'un test à l'autre. À mesure que la batterie vieillit, elle emmagasine de moins en moins d'énergie. Avec 50 000 km au compteur, les voitures peuvent encore parcourir plus de 90% de leur distance d'origine. La perte peut sembler minime, mais on considère qu'une batterie qui tombe sous les 80% approche la fin de sa vie utile. Mais il y a un hic. Avec certains modèles, la dégradation accélère en fin de vie, tandis que chez d'autres, elle plafonne. Difficile donc de faire des projections sur la durée de vie. Ça, c'est difficile à prédire parce que la manière que les batteries vont se dégrader peut être différente vers la fin de sa vie qu'au début de sa vie. Ça pourrait se dégrader de manière plus lente, à fur et à mesure que le véhicule, la batterie se fait user, mais c'est difficile à voir. Ça dépend de la composition de la batterie, ça dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs qui a le plus d'impact sur la durée de vie des batteries, c'est la façon de recharger le véhicule. Quand vient le moment de recharger une voiture électrique, il existe toute une gamme d'options dont la vitesse varie considérablement. L'option la plus simple, c'est de se brancher dans une prise standard. Cette recharge, de niveau 1, peut prendre jusqu'à 24 heures, mais elle peut dépanner au chalet ou chez des amis. À la maison, on peut s'équiper d'une borne de niveau 2 qui fonctionne sur 240 volts, le même circuit que le four ou la sécheuse. La recharge dure alors quelques heures, idéalement la nuit. Quand on ne possède pas de stationnement, les choses se compliquent. Il faut se rabattre sur le lieu de travail ou encore sur les bornes publiques comme au cinéma ou au restaurant. Pour les longs trajets, il existe un niveau 3. Ces bornes, dites rapides, fournissent une puissance de 50 000 watts ou 50 kilowatts, ce qui peut alimenter une cinquantaine d'appareils comme un micro-ondes ou un grille-pain. De quoi remplir une batterie presque à pleine capacité en 30 minutes. Il existe des bornes encore plus puissantes, comme les superchargeurs de Tesla. Mais étrangement, le temps de recharge ne diminue pas vraiment. Parce qu'en fait, ces superbornes servent uniquement aux batteries les plus grosses. La puissance étant diluée, la durée de recharge est semblable. Sauf qu'à l'intérieur d'un même temps d'arrêt, on transfère beaucoup plus d'énergie à la batterie. On y gagne en nombre de kilomètres d'autonomie. La recharge d'une voiture électrique ne sera jamais aussi rapide que de faire le plein dans une station-service. Du moins, pas dans un avenir rapproché, car la chimie de la batterie impose ses limites. On l'a divisé en deux disjoncteurs de 100 ampères. Dans les laboratoires de l'entreprise AD Énergie, où l'on teste et développe de nouvelles bornes, on sait très bien qu'il ne suffit pas d'augmenter la puissance pour réduire le temps de recharge, car c'est la voiture qui contrôle le débit. Moi, je pourrais vous faire une borne qui est 1000 kW comparativement à la 50 qu'on a. Mais les batteries ne seraient pas capables de l'utiliser. En fait, le système de gestion de la batterie, le BMS, ne permettrait pas à la batterie. Tu ne peux pas juste pousser. Il faut que la batterie, le BMS, demande pour respecter la chimie de la batterie. À l'intérieur d'une batterie, il y a des centaines de cellules, voire des milliers. Pendant une recharge, ces cellules font le plein d'électrons. Mais elles doivent le faire graduellement, ce qui impose une première limite à la vitesse. La deuxième apparaît en fin de recharge. Quand on vient remplir d'électrons une cellule, c'est comme si on remplit un verre d'eau.
Donc, quand on arrive à la fin, on veut faire attention de ne pas créer de dégâts, de ne pas créer de débordement. Donc, on va venir ralentir pour s'assurer que tous les verres d'eau sont au même niveau en même temps. Parce que si on a des changements de niveau, si on en échappe, c'est là qu'on peut créer des problèmes à la batterie. Ça diminue tranquillement. En analysant les profils d'une recharge de niveau 3, on constate que la demande de puissance chute après 20 à 30 minutes. La batterie se protège, tente de limiter les dégâts, mais impossible de les éviter complètement. C'est ce que Transport Canada étudie avec ses 2 voitures à Ottawa. Car en fin de parcours, leurs chemins se séparent. L'une d'elles se branche exclusivement à une borne rapide de niveau 3 et sa batterie en subit les conséquences. On voit une dégradation accélérée comparée à celle qui a été changée plus lente. La batterie vieillit prématurément. Elle perd en capacité. L'autonomie de la voiture diminue 1,5 fois plus vite qu'avec la recharge de niveau 2. Une des hypothèses, c'est que la recharge rapide se fait à chaud, ce qui peut nuire à la batterie. Alors, le niveau 3, il y a beaucoup de pouvoir qui passe à travers la batterie. Une partie de l'énergie vient chauffer la batterie un peu plus. Elle peut atteindre des températures jusqu'à 50 degrés Celsius, tandis que celle qui est chargée de manière plus lente, on a vu juste à peu près 40 degrés Celsius dans les cas les pires. Et cette différence de température pourrait être un des facteurs qui influence la dégradation de la batterie. Les résultats préliminaires de Samuel Pedroso vont dans le même sens que d'autres études. En utilisant uniquement la recharge rapide, la batterie s'use plus vite que le reste de la voiture, ce qui pourrait forcer à la remplacer. Toutefois, l'automobiliste moyen n'utilise pas la recharge de niveau 3 tous les jours, mais plutôt à l'occasion, par exemple pour se rendre d'une ville à l'autre. Avec des bornes ultra rapides et des batteries toujours plus grosses, la voiture électrique peut enfin quitter la ville et partir à l'aventure. Pour ce qui est de perdre son statut de voiture d'appoint et mettre fin au règne de l'essence, les paris restent ouverts.